Bonjour et bienvenue dans les Grandes Bouches, ici sur la radio, la première radio des femmes, des enfants et de la musique 87.9 FM. Bonjour à tout le monde. Bonjour Ndeye Fatou. Bonjour Ndeye Fatou. Bien réveillé. Bonjour Ndeye Fatou. Pour ceux qui derrière la baie. Bonjour Ndeye Fatou, ça va bien? Bonjour Fadel. Pour ceux qui sont couchés, oui, bien réveillés. Ah oui. Et comment tu as passé la nuit? Oh, ben en fait, je viens directement de mon Saloum natal, où j'en profite pour présenter mes condoléances à toute la famille socialiste de Kaolack, parce qu'ils viennent de perdre un grand monsieur, un grand homme, qui à la dimension de Seydi Birahim Ndao, à la dimension de tous ces grands hommes que le Saloum a connus, était aussi un monsieur qui a beaucoup fait pour la jeunesse, qui a beaucoup fait pour le Saloum. Je me rappellerai toujours de ce qu'il me disait, que Kaolack manque aujourd'hui de figures, comme Valdiodio l'a été, comme Jane Bakary l'a été, comme Laïdiak l'a été même d'une certaine manière. C'est-à-dire des gens qui ont un leadership national, mais qui sont partis de Kaolack. Il a toujours eu cette pensée de partir de Kaolack pour développer un leadership national pour que les Kaolackois puissent en bénéficier. C'est cet homme que nous venons de perdre. Il s'appelle Aliou Ndiaye, mais merci beaucoup. Donc j'étais là-bas et je reviens de là-bas directement. En tout cas, moi j'ai la nostalgie du Saloum natal. Je t'envie beaucoup, Fadel. Ce n'est plus loin le Saloum. Oui, ça c'est vrai. Ce n'est plus loin. Quand même. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation de l'équipe des Grandes Bouches. Fadel Barro, il est lanceur d'alerte et membre actif de la société civile sénégalaise. Bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup. Je suis protecteur des lanceurs d'alerte. Attention. Protecteur, pourquoi? Protecteur. Je suis dans une organisation, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte. Donc j'agis en tant que protecteur, ça ne fait pas de moi un lanceur d'alerte. Okay. Est-ce qu'ils ont besoin d'être protégés, les beaucoup de confusion au niveau de ce concept, parce que le lanceur d'alerte ce n'est pas un activiste. Le lanceur d'alerte, ce n'est pas un influenceur comme d'autres le pensent. Comme il n'est pas un droit de l'homiste, comme on en voit beaucoup. Le lanceur d'alerte est un citoyen lambda, comme vous et moi, qui dans le cadre de son travail ou dans le cadre de ses activités, découvre que l'intérêt général est menacé. Ou découvre des choses qui sont en tout cas illicites, découvre des choses qui peuvent nuire au plus grand nombre. Alors il décide d'y mettre un terme. Et en décidant d'y mettre un terme, il sonne l'alerte. L'alerte peut être sonnée à l'interne. Je vous donne un exemple. Vous travaillez à FM, il paraît que ça appartient à Kombagaolo. À un moment, vous vous rendez compte que la mission de service public dont il dit, il développe des services qui nuisent aux populations qui écoutent. Et à l'interne, vous lui dites, attention, madame la directrice, ça, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est contraire à notre éthique, aux engagements que nous avons pris et ce n'est pas bien pour le plus grand nombre. S'il refuse, eh bien, vous allez voir les actionnaires. Si les actionnaires ne vous écoutent pas, vous pouvez saisir la justice. Et si la justice ne vous écoute pas, alors à partir de ce moment, vous pouvez vous approcher, de toute façon, et sur toute la procédure, vous vous approchez des structures comme PLAF, ce que je coordonne en Afrique de l'Ouest, qui organisent, essaient de faire en sorte que l'opinion publique s'en saisisse. C'est à partir de ce moment que même les médias sont un ultime recours pour le lanceur d'alerte. C'est pour ça que la plupart des lanceurs d'alerte, c'est des gens anonymes. Après, il y a des gens célèbres, connus, comme Snowden, comme Julian Assange. Mais la plupart, ils sont anonymes, on ne les connaît pas. Ils sont à la base de plusieurs signalements, de plusieurs choses donc, qui est agitées dans l'opinion publique. À la base, c'est un lanceur d'alerte qui a décidé, de manière anonyme, de remettre les preuves sur la table pour que les gens puissent... Mais au Sénégal, à part Fadel Barro et quelques membres de Y'en a marre, qui est lanceur d'alerte? Je ne peux pas vous dire que les lanceurs d'alerte, il y a telle et telle personne qui sont des lanceurs d'alerte. Je peux vous dire ce qui n'est pas lancement d'alerte. Parce que, je vous ai dit que moi-même, je n'en suis pas un. Je travaille dans une structure qui essaie de vulgariser, de faire connaître, parce que chaque citoyen est un potentiel lanceur d'alerte. Il faut que les gens le comprennent. Que tout le monde peut être lanceur d'alerte. Alors, à partir de ce moment, c'est des banquiers, c'est des gens qui travaillent dans le gouvernement. Même un ministre peut décider de lancer l'alerte de manière anonyme. Il sera viré du gouvernement. C'est des risques à prendre. Comme il peut être un anonyme qui fait les choses pour que décider de servir. En fait, c'est la meilleure manière, à mon avis, de lutter contre la corruption, contre les détournements des deniers publics, mais aussi dans une autre registre. Regarde aujourd'hui. Tout le monde soupçonne que sur les insuffisances, l'explosion d'insuffisance, de maladies d'insuffisance rénale dans notre pays, il y a de fortes soupçons sur les bouillons. Les jumbo, les cubes, etc. Les bouillons. Il y a de fortes suspicions. Mais on n'arrive pas à l'établir.
Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans ces services, au milieu de ces services, un ingénieur, un chimiste, un biologiste, qui travaille là-bas, et qui se rend compte les compositions de ces bouillons, ou du lait, ou de l'eau qu'on boit, peut nuire aux populations. Il peut sonner l'alerte. Donc voilà, c'est ça. On peut sortir les documents, donner les preuves que le bouillon qu'on est en train de manger est dangereux. Mais il faut sortir des noms pour les lanceurs d'alerte. Non, mais je vous explique qu'il y a des gens qui le font de manière anonyme parce qu'ils ne veulent même pas qu'on les connaisse. Ils le sortent pour qu'on arrête ça parce qu'on est en train de nuire à l'intérêt. Donc, le plus important, c'est pas ces personnes. C'est pas que on est lanceur d'alerte, oui, je fais le gros dos, il faut que je me connaisse. Au contraire, souvent d'ailleurs, les alertes, on encourage aussi il faut parfois des gens qui sortent, qui portent leur alerte. Quand un lanceur d'alerte porte son alerte, il peut être connu. C'est le cas de Snowden. Je prends des figures emblématiques. Mais aussi, Assange, mais surtout, en Afrique, quelqu'un comme Jean-Jacques Lumumba, quelqu'un comme Fadjala Koulibaly au Mali, parce que nous, on travaille beaucoup dans la sous-région. Ou Godman, qui fait partie en Afrique du Sud, c'est une femme qui a permis son alerte sur la corruption dans le pouvoir de Jacob Zuma a fait tomber Jacob Zuma. Vous voyez ce que je veux dire? L'alerte aussi dont je vous parlais, dans chaque pays, je vous donne des exemples. Au Sénégal, pour l'instant, les types de lanceurs d'alerte que nous avons, c'est des hommes déjà publics connus. Vous voyez ce que je veux dire? Qui eux-mêmes ont été influencés ou saisis par des lanceurs d'alerte, ils ont l'information et ils se font l'écho sonore de ces alertes qu'ils ont reçues. Ça ne fait pas d'eux des lanceurs d'alerte. Mais pourtant, ils ont aussi cette casquette, vous ne pouvez pas leur refuser. Je donne un exemple. Ce que nous voyons beaucoup en Afrique, d'ailleurs, ce n'est pas qu'au Sénégal, c'est que souvent ce sont des hommes politiques qui portent les alertes. Et ce n'est pas bien pour l'alerte. Pourquoi ce n'est pas bien pour l'alerte? Parce que simplement, quand c'est un homme politique qui sonne une alerte comme ça, le brouillard que crée la polémique entre pouvoir et opposition obscurcit le jugement de la raison. À tel point que même si les juges tranchent, les gens, soit ils sont pour, ils sont contre. Ils font en fait pour parler Wolof. Et à partir de ce système de on est pour ou on est contre, on n'est plus dans la vérité, on est dans la croyance. C'est-à-dire que je crois ou je n'y crois pas. Un exemple, les 94 milliards dont Sonko a dénoncé. À la base, peut-être que c'est un lanceur d'alerte qui lui a fourni des documents ou dans le cadre de son travail en tant que fiscaliste, un cadre des impôts et domaines, il s'est rendu compte qu'effectivement, ici, il a découvert, il a des preuves qu'il y a un problème sur 94 milliards sur le foncier sénégalais. Il sonne l'alerte. Mais du moment où c'est un homme politique, qu'est-ce qui va se passer? On est dans oui, c'est l'opposition qui parle. Non, c'est le pouvoir qui se défend. Même si le juge tranche, les gens, on est déjà dans ce clivage pouvoir-opposition qui ne permet pas l'éclatement de la vérité. Mais Fadel Barro, est-ce qu'on a une personne neutre au sein des lanceurs d'alerte? Mais il n'y a que pour la plupart, je vous dis, pour la plupart, en tout cas des lanceurs d'alerte. Il y en a marre a des affinités avec Sonko. Il y en a marre, encore une fois de plus. Les activistes ne sont pas des lanceurs d'alerte. Est-ce que vous avez compris ça? PLAF n'est pas créé par Y'en a marre. J'ai été coordonnateur de Y'en a marre pendant, je pense, 8 ans, presque. 9 ans, nous avons organisé à Y'en a marre une assemblée générale, comme nous le faisons régulièrement, où c'est une autre personne du nom de Alun Sané, que j'encourage et je félicite au passage pour leur 10 ans, est devenu le coordinateur de Y'en a marre. Et moi, Fadel Barro, qui reste un Y'en a marriste convaincu, parce que le Y'en a marrisme est une philosophie d'action citoyenne que nous avons co-conçue et co-construite, donc c'est quelque chose qui est en moi, ça fait partie de mon identité, j'ai décidé de les faire autre chose. Entre autres, parce que mon engagement reste le même. Et c'est un travail que je fais professionnellement. Je travaille dans une ONG qui s'appelle Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Lancée ici à Dakar en 2017, mais reste une association au départ créée par des avocats français dont William Bourdon. Donc c'est des avocats français, c'est des avocats d'ailleurs qui l'ont créé parce qu'ils se sont dit à un moment que, on connaît les journalistes. Les journalistes, souvent, quand ils révèlent des informations, ils sont protégés par la corporation. Au Sénégal, vous avez les SYNPICS. Ils sont aussi protégés par beaucoup d'ONG et de structures d'institutions internationales. On connaît les droits de l'hommiste. À chaque fois quand ils sont touchés, même les activistes, les derniers nés, quand ils sont touchés, vous avez toute une association comme Afrique, il y a beaucoup de plateformes qui les protègent. Mais on se rend compte que les lanceurs d'alerte, ce sont les parents pauvres de cette chaîne de lutte contre la corruption. D'accord. Alors, selon l'alerte avec la presse du jour. Avec plaisir.
Justement, les Fatou, on va démarrer aujourd'hui au menu de cette revue des titres. Aujourd'hui, toujours le Covid-19 qui fait ses macabres dégâts. Le Covid à Dakar, 3 membres d'une même famille emportés par le coronavirus. C'est ce qu'a titré aujourd'hui Tribune. Et justement, parler de ce Covid-19, encore une fois, Walf Quotidien titre cas de Covid à l'UQAD, les chiffres de la peur, pour montrer en tout cas que les étudiants sont en panique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Justement, continuer autre chose. L'I quotidien vient titrer aujourd'hui restrictions sur les transports publics. Les acteurs du transport du secteur dans le désarroi total pour dire que il y a les embouteillages par-ci, il y a aussi les routes de Dakar qui sont en tout cas qui sont compliquées à traverser par ces transports en commun. On continue avec le quotidien, financement contre l'immigration clandestine. Macky se jette à l'eau. Donc justement, pour continuer encore une fois et parler de l'affaire Boubacar Seye, Macky Sall aujourd'hui qui s'est prononcé en disant en demandant à ce que la chose soit éclaircie hier sur le Conseil des ministres, affaire Boubacar Seye et les 118 milliards de l'Union européenne. Macky réclame ses comptes. Oui, on va rester à cette affaire de Boubacar Seye. Fadel Barro, comment appréciez-vous l'arrestation, la mise au mandat de dépôt de ce lanceur d'alerte Boubacar Seye? C'est une arrestation arbitraire. C'est une arrestation que nous condamnons vigoureusement et fermement et pour plusieurs raisons. Parce que même si c'était un délit, même s'il avait tort, par les Sénégalais, même s'il avait tort, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour ça. Pour ce qu'on suppose être une diffusion de fausses nouvelles. Si vous êtes accusé de diffusion de fausses nouvelles, ça ne fait pas pour autant, aussi dans ce pays, pour moi, ce n'est pas une raison d'empêcher quelqu'un d'être en liberté. Absolument. Même si la fausse nouvelle, aujourd'hui, on peut la traquer. Parce que ça fait partie des choses qui affaiblissent notre monde et qui affaiblissent notre démocratie. Non-démocratie de manière générale dans tous les pays du monde. Ce qu'on appelle fausses nouvelles, c'est les fake news. Aujourd'hui, vous avez tout. Donc voilà, il faut combattre. Au-delà de ça, dans l'affaire Boubacar Seye en tant que tel, est-ce que ce qu'il a dit, c'est une fausse nouvelle? Parce que c'est des interrogations que tout citoyen peut se demander légitimement. Ça, c'est un fait. L'autre aspect, c'est que, j'ai l'habitude de le dire, on a vu pire que ça dans le camp du régime et il ne s'est absolument rien passé. Absolument rien passé. Combien de personnes ont accusé des gens ici et du pouvoir? Pour la plupart, il ne s'est absolument rien passé. Même si c'est devant les tribunes de l'Assemblée nationale, quelqu'un comme Cissé Lo, il s'est permis ici de dire même qu'il connaît des trafiquants de drogue au sein du gouvernement et le procureur n'a qu'à l'appeler. Et il l'a dit aussi en dehors. Qu'est-ce qu'il n'a pas accusé? Je donne l'exemple surtout sur les semences. Il a accusé des membres du gouvernement d'avoir détourné les semences et les entrants. Au point que moi, ce que j'ai vu et constaté sur le terrain, je suis régulièrement dans le Saloum, c'est qu'on avait des problèmes avec les semences. Et au finish, les résultats que nous avons, malgré cette bonne pluviométrie, si vous voyez, les graines d'arachide sont assez légères. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont les semences? Est-ce que c'est à cause de ces détournements des intrants? En tout cas, il y avait enquête à mener et c'était une bonne occasion pour le procureur de s'autosaisir pour éclairer les citoyens. Donc, sur des questions qui interpellent sincèrement et sérieusement les Sénégalais, regarde l'absence de transparence que nous avons sur la gestion du Covid et surtout du fonds destiné au Covid. Voilà, il y a tellement de choses sur lesquelles les Sénégalais ont besoin de savoir qu'on ne peut pas accuser un citoyen de surcroît, un membre de la société civile, droit de l'homme, connu pour son engagement auprès des immigrants. Parce que si c'était un sujet qui ne l'intéresse pas, mais c'est un sujet sur lequel il travaille depuis plus de 10 ans. Qui connaît Boubacar Seye? Quand on parle des migrants, de leur escale difficile, comme en Libye, est-ce que vous avez une fois entendu une autorité sénégalaise se déplacer jusqu'en Libye pour aller voir les conditions dans lesquelles les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, ils vivent là-bas? Est-ce que vous l'avez une fois entendu? Est-ce que vous avez une fois entendu qu'au Maroc, sur tout le chemin, jusqu'à la porte de l'Europe, et jusqu'en Europe, en Espagne, quand ils essaient de traverser les Pyrénées, partout, est-ce que vous avez une fois entendu que des autorités sénégalaises se sont déplacées pour aller voir comment ces jeunes Sénégalais galèrent et vivent péniblement cette traversée? Jamais. Si vous avez entendu un Sénégalais le faire, eh bien c'est le nom de Boubacar Seye. Ils ont tous son nom en tête.
ils connaissent tous Boubacar Seye parce qu'ils ont dit que c'est lui qui l'appelle et c'est lui qui les assiste, ne serait-ce que de donner du confort. Cette personnalité-là, si vous ne la décorez pas, vous ne pouvez pas la mettre en prison. Oui, mais justement, M. Barrow, justement par rapport à son incarcération, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une occasion pour la justice quand même d'éclairer la lanterne des Sénégalais? On peut éclairer sans pour autant... Quand même, il faut reconnaître qu'il a fait une déclaration quand même gravissime. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est gravissime du moment où l'Union européenne n'a jamais démenti qu'il n'a pas investi de l'argent au Sénégal. En quoi c'est grave de dire que notre État a reçu de l'argent et qu'il me semble que cet argent n'a pas arrivé là où ça a été destiné? En quoi c'est grave? En quoi c'est grave de se dire que nous avons reçu un financement de tant de milliards, mais quand je vois comment les jeunes galèrent et comment ceux qui sont revenus continuent de galérer dans ce pays, je me demande où cet argent est passé. En quoi c'est grave? En tout cas, c'est la question posée par le chef de l'État. Donc, il n'est au courant de rien, apparemment. Puisqu'il se pose la question à savoir où était destiné cet argent et quand est-ce qu'on a débloqué cet argent. Est-ce que d'autres, est-ce l'argent, de toute façon, c'est décaissé. Le financement existe, l'Union européenne l'a déclaré. Le financement existe. Où est-ce passé cet argent? Alors, si le chef de l'État veut savoir, il n'a qu'à interroger justement ses services. Justement, par rapport à ça, il a même demandé hier au Conseil des ministres, au ministre des Affaires étrangères, de lui faire un mémorandum par rapport à cette question. Ouais, mais est-ce que donc, Boubacar, sa place est en prison? Les choses commencent à se faire comprendre. Donc, peut-être que Boubacar a touché le doigt là où ça fait mal, et peut-être que pour que le chef de l'État, ou bien le chef de l'État cherche à s'en débarrasser, en dire que je suis au courant de rien, c'est une position facile. Que je ne sais pas. Mais grave quand même. Très facile. Pour un chef d'État. Je ne sais pas. Et en tout cas, est-ce que c'est pour ça qu'on doit mettre quelqu'un en prison? Allez le chercher, Manu Minaté, à l'aéroport. Quelqu'un que vous avez convoqué qui a quitté Espagne pour venir répondre à votre convocation. Est-ce que vous avez besoin de l'humilier de la sorte? C'est ça le problème. Et je pense que le problème, il est à plusieurs niveaux. Il y a un niveau que je veux évoquer ici avec vous, parce que vous êtes tous des confrères journalistes comme moi. Il y a un aspect de ce problème qui nous concerne et que nous laissons faire. En tant que journaliste, c'est à nous de défendre la liberté d'expression, la liberté de se poser des questions, la liberté d'interroger, la liberté de douter. Mais par rapport à ça, vous êtes connu sur ce terrain quand même pour protéger les lanceurs d'alerte, comme vous le dites. Quels sont les engagements que vous avez? On n'en est même pas arrivé encore dans le cas de Boubacar Seye en issue de lanceur d'alerte. On n'en est pas encore là. On en est juste en question de liberté d'expression. Et je dis que cette liberté d'expression, justement, aujourd'hui, on la laisse aux activistes. Vous pensez que c'est normal que dans un pays, pour parler de liberté d'expression, on attend que les activistes s'activent? Mais parce qu'on a muselé la presse. La presse les activistes, les droits de l'homme, c'est à eux de défendre la liberté d'expression. Qu'est-ce que fait la presse? Je disais l'autre jour dans une radio, ou pas un site internet, il suffisait que nos médias acceptent de faire une heure de temps, une heure de blanc ou de micro, silence micro. Pour les radios, pour les journaux, de ne pas sortir une journée. De faire ce sacrifice-là, que chacun, ou même de sortir une noire pour dire que c'est une journée sombre pour la liberté d'expression. Il suffisait que tous les médias, et surtout les médias privés, fassent cet effort pour que l'État recule. Mais quand l'État pose une telle question, un tel acte, au lieu d'aller sur le principe, sur le fond, parce qu'à chaque acte qui est posé, au-delà de ce qui est anecdotique, il y a qu'est-ce qui est remis en cause fondamentalement dans la marche de notre démocratie. Et ce qui est remis en cause ici, c'est notre liberté d'expression, notre liberté de douter de ce que nous dit l'État, notre liberté d'interroger, notre liberté de se poser des questions. Tu vois? Et d'accuser. Il y a une liberté d'accuser. Si nous n'avons pas la liberté d'accuser dans une démocratie, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Quand l'État a voulu mettre Karim Wade en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Prouve-moi où vient l'argent, où où est-ce que vous avez tiré cet argent? Mais est-ce qu'un citoyen n'a pas le droit de demander à l'argent, à son État, où est-ce que vous avez mis l'argent qu'on vous a donné et que vous avez reçu à notre nom? Mais ça, c'est une question importante dans une démocratie. Et les premiers maillons qui devraient le défendre, c'est ceux qui en font leur commerce. Mais pour ça, il faut des collectes de signatures. Avant d'y arriver là, mais je me demande, je donne vraiment un peu de pierre à mes amis journalistes et mes confrères. Où est-ce que les organisations syndicales de journalistes, les organisations de jeunesse de journalistes, etc. Et la société civile? La société civile, la presse est un maillon de la société civile. La société civile, elle est diverse, multiforme et variée. Vous en avez des gens qui sont dans l'environnement, vous en avez des gens qui sont dans tel. Mais où sont ceux qui sont dans des spécialistes dans les questions de liberté d'expression? Parce que si on leur coupe le micro... Allô, oui, bonjour. Bonjour. C'est M. Traoré?
Oui. Bonjour, monsieur Traoré. Ça va bien? Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va bien? On est là. Oui, ça va bien, merci. Bien, merci. Bonjour à l'invité, M. Barreau. Fadel. Merci. Oui. Bonjour. Oui, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Comme on vit jusqu'à présent, ça va. Voilà. Ouais. Donc, vraiment, je vous remercie donc de votre présence sur le plateau. Merci. Et du courage que vous avez toujours eu. Hein. Ah oui. Donc, comme je le disais tantôt, on s'est toujours bataillé pour le peuple sénégalais. Mais malheureusement, ce peuple tarde toujours à se réveiller. Parce que nous sommes vraiment 11 millions, sinon même plus. Et on dirait que ce peuple a été hypnotisé. Parce que, franchement, moi, cette arrestation, quand je l'ai appris, ça m'a touché. Hein. Ça m'a touché parce que je me dis que c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Par exemple, c'est juste une question qu'il a posée. Et cette question ne méritait pas que je la voie. Et d'autant plus qu'il a de son propre gré quitté l'Europe pour venir répondre. Donc, il fallait l'écouter et voir tout simplement. Voilà. Donc, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Et je ne sais pas pourquoi. Et malheureusement, ça a toujours été le cas. Quand quelqu'un, un activiste, revendique quelque chose pour le peuple, automatiquement, il y a une arrestation arbitraire. Et le peuple est là. Personne ne parle. Donc, franchement, c'est la question que tout le monde se pose, hein? Ouais, l'attentisme qui anime les Sénégalais. Et je ne sais pas pourquoi. Franchement. Oui. Alors, en réalité, aujourd'hui, quand le président même me dit qu'il ne sait pas ce qui se passe, donc là, moi, ça me fait peur. Donc, je me dis qu'il y a une grande cacophonie donc, dans ce gouvernement. Qui est qui et qui fait quoi? Qui doit rapporter vers le président? Franchement, je ne comprends plus rien. Donc, nous ne pouvons que prier le bon Dieu pour que le peuple sénégalais se réveille, qu'il sache qu'il a des droits et que ces droits lui appartiennent, que personne ne doit l'imposer, quoi que ce soit. Qu'il revendique ses droits, qu'il puisse être libre. Nous sommes un peuple libre, nous avons toujours été libres. Le Sénégalais a toujours mené des combats de liberté. Donc, pourquoi aujourd'hui rester dans nos coins comme ça? Ça, je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas un désespoir qui anime les Sénégalais quelque part après la deuxième alternance? Quelque part, oui, je peux comprendre quelque part parce que si vous vous rendez compte que la marmite ne fout pas à la maison, tu te dis, ben, mieux vaut aller chercher de quoi faire bouillir la marmite d'abord, ensuite faire autre chose. Et je regrette, nous avons perdu pas mal de militants comme ça. Et pour cela, peut-être se frustrer aussi les autres, disant que vous allez vous battre, vous allez mourir, on vous oublie. Et là, franchement, donc, souvent, c'est des facteurs aussi qui font que les gens ne veulent plus revendiquer, ou bien ont peur de revendiquer. En tout cas, bon, mon frère Barreau, comme donc, on le disait toujours, oser lutter, c'est oser vaincre. Hein. Voilà. Oser lutter, c'est oser vaincre. Ouais. Merci beaucoup. Bravo. Merci, M. Traoré. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Mais Fadel, comme il vient de le souligner, les Sénégalais ne répondent plus à l'appel des lanceurs d'alerte ou bien de la société civile. Vous savez, et ça, j'ai l'habitude de l'entendre depuis très 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 longtemps et je n'ai jamais été d'accord. Non, je n'ai jamais été d'accord que les Sénégalais étaient aussi désintéressés de leur sort, étaient aussi désintéressés de leur avenir. Il faut juste comprendre que dans quoi on les appelle et sur quoi on les appelle. Et je suis convaincu que d'ailleurs ce pays trouvera son salut le jour où ces Sénégalais-là sentiront qu'ils ont quelque chose qui les concerne et sur lequel ils peuvent contribuer et participer. C'est un pays compliqué. C'est un pays qui a une trajectoire, certes, pas... si vous calculez, bref, allons, le Sénégal naît à partir des indépendances, ou l'État colonial créé même avant les indépendances, ouais, depuis la colonisation, parce que tout ça, c'est des créations coloniales. C'est une histoire récente, certes, mais très compliquée. Très, très compliquée. Nous avons une histoire compliquée, qui a fait une historicité aujourd'hui, que si vous jugez les gens sur la base de leur rapport d'aujourd'hui avec l'État qu'ils ont et le type d'État qu'ils ont, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, vous risquez de tomber dans des choses, voilà, pour moi, oui, les Sénégalais ne s'intéressent à rien, les Sénégalais ne vont pas venir. Pourtant, non, je suis pas d'accord.
ils ont toujours été là à la hauteur. C'est un peuple quand même qui a réussi à avoir 2 alternances démocratiques. Moi, oui. Est-ce que parce que les Sénégalais n'étaient pas là? Si on était aussi désintéressés de notre sort, on ne peut pas juger les gens sur la base de leur présent d'aujourd'hui, là, à l'instant T. À l'échelle d'une histoire d'un pays, ou même de sa politique, il faut observer les choses dans la durée. Et si vous observez les Sénégalais depuis 2000 quand même, mais quand même, c'est un peuple qu'il faut féliciter et encourager. C'est un peuple qui, depuis les indépendances, n'a pas eu de coup d'État. Regarde ce qui s'est passé un peu partout dans notre sous-région. C'est un pays et c'est à cause de qui? Ce n'est pas les hommes politiques. Si ça ne dépendait qu'eux, on allait s'entretuer. C'est le fait de ces Sénégalais dont on minimise parfois leur apport. Si on regarde ce qui s'est passé en 2000, quand même, on a réussi à 40 ans de socialistes à les enlever, à mettre Abdoulaye Wade au pouvoir, un parti libéral. Monsieur Qu'est-ce Barrow. qui s'est passé? Ce sont les faits des Sénégalais. On arrive encore en 19 mars, en 2012. Vous avez vu le 23 juin. Les Sénégalais sont sortis, ils ont défendu leur constitution et ils sont retournés chez eux, attendant les élections. C'est ce peuple qu'on a à faire. C'est un peuple qui fait les choses à son rythme tranquillement. Mais c'est un peuple aussi qui a ses hommes qui sont capables à tout moment de sortir du lot, d'appeler les gens. On les suit aujourd'hui, on ne les suit pas. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sont là. N'oubliez pas que c'est le pays de Cheikh Anta Diop. Est-ce que c'est parce que les Sénégalais n'écoutaient pas Cheikh Anta Diop? Non. Non. C'était par rapport à une histoire à un moment. Aujourd'hui, vous parlez de Cheikh Anta Diop de plus en plus si vous interrogez les Sénégalais, le respect, l'admiration, c'est en plus vers Cheikh Anta Diop qu'à ses adversaires de l'époque. Mais après sa mort. Mamadou Dia. C'est après sa mort qu'il a eu cette reconnaissance. Non, ça, c'est pas que Sénégalais, c'est dans tous les pays du monde. On ne fait le bilan de ta vie qu'après ta mort. Et donc, c'est pour ça, justement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a hâte de donner des jugements définitifs, expéditifs pour tout un peuple. Je ne vais pas dire que les Sénégalais sont comme ça, alors que c'est un peuple vivant. Quand je dis que c'est un peuple vivant, c'est un peuple qui est en train d'écrire son histoire. Et c'est une manière de dire que, ou bien, plus qu'il y a rien à faire, de toute façon, les Sénégalais sont comme ça, il n'y a plus rien à faire. Alors moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui pense que, même s'il reste un petit espoir d'engagement chez un petit jeune Sénégalais qui vient de naître, je vais aller le chercher pour en faire grand. Mais moi, je trouve que cette jeunesse, avec beaucoup d'armées, qu'on a vu en cette jeunesse, 2011, non, vous ne les jugez est beaucoup plus tolérante en 2021. Non, vous ne les jugez que sur la politique. Est-ce que vous voyez cette jeunesse sénégalaise, malgré les difficultés que nous avons? Est-ce que moi, à chaque fois, tout à l'heure, je les regardais encore. Quand je vois un jeune de car rapide, Ndiaga Ndiaye, un petit jeune s'accrocher derrière le car rapide, qui se lève à 6 h du matin et qui ne se couche jusqu'à 23 h, minuit, 1 h du matin. Papa, il dort dans son car rapide. Ce jeune-là, vous le mettez où? Ce qu'il fait, ce n'est pas de l'engagement. Est-ce que vous voyez tous ces jeunes ambulants? Est-ce que vous voyez ceux qui osent marcher jusqu'en Libye? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous ne comptez pas parmi ces Sénégalais qui essaient de faire bouger le pays? C'est qu'ils sont mal canalisés. C'est qu'ils sont une élite qui n'est pas à la hauteur. C'est qu'ils ont des dirigeants qui ne comprennent pas les enjeux du moment et qui ne savent pas canaliser toutes ces énergies qui ne demandent qu'à s'exprimer. Si on leur fait croire que finalement, pour montrer que votre engagement dans un pays, il ne fait que vous pouvez le faire que par le biais de la politique. Eh bien, eux, la politique, ils la méprisent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des dirigeants qui ont fini de faire de la politique, ils ont complètement dévoyé même l'expression. Ils ont complètement dévoyé, même le nom, même le parti politique a été aujourd'hui tellement perverti que finalement on a même honte de dire qu'on appartient à un parti politique. C'est ça que les Sénégalais considèrent comme politique, parce que politique veut dire finalement reniement de soi. Vous l'avez vu derrière moi, ces jeux de chaises que nous avons vus, Mbourok Sow, Didadie. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez que ça encourage les jeunes? Je fais allusion en disant Mbourok Sow, le fait que le parti Rewmi a relié Idriss Seck. Il faut tenir compte de voilà. Voilà. Quand vous avez ça comme exemple, quand du haut de la politique ou du palais, on vous donne ça, du haut de l'Olympe, j'allais dire pour parler comme ça, Barou, mon fils, on vous donne des exemples comme ça de politique. Quand on vous dit que la politique, c'est s'insulter comme si un Cicelo peut se le permettre. Quand on vous dit que finalement la politique, c'est faire des promesses et après venir au pouvoir et il ne se passe absolument rien. Mais Moustapha, on ne fait que ses amis. Est-ce que vous croyez que justement, est-ce que vous croyez parce que moi, est-ce que vous croyez que moi ma question est que aujourd'hui Fadel, vous représentez quand même vous incarnez quand même un certain engagement au sein de la population. Mais quels sont aujourd'hui tes engagements ou bien
tes ambitions ou bien peut-être tes projets pour un peu valoriser cette jeunesse. Vous savez, mes engagements, je pense que c'est la chose la plus visible au monde parce que mes engagements sont là. Vous voyez, toute ma vie, depuis, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais Fatou qui est là. Tout à fait. Depuis Kaolack. Depuis Kaolack. Tout à fait, tout à fait. Quand j'étais je me souviens toujours au lycée, les élèves du terminal disaient qu'il faut capturer Fadel Barro pour qu'on puisse faire le bac parce que tellement il y a des grèves. Mais de toute façon, quand je passe aussi devant mon lycée Valdiodio Ndiaye et que je vois des salles de classe que j'ai contribué à faire advenir, quand je vois aussi des murs de séparation entre le lycée et le collège, des choses que nous avons fait advenir, on est content parce qu'à l'époque, quand on était là, on l'avait fait. Quand nous avons regardé à notre passage à l'université, on a fait quelque chose, on a des élèves Saloum, etc. Voilà. Dans la presse, et à un moment aussi, dans la presse, je n'ai pas été un journaliste élémentaire à qui on donnait 10 000 francs pour qu'on exigeait un papier. Mon engagement a été de s'approcher des plus grands et d'apprendre d'eux. Mais quand même, à un moment c'est important, à un moment donné, vous avez... À un moment donné, j'ai arrêté, j'ai dit Yanama. Oui, mais vous aviez quand même développé le nouveau type sénégalais, qui est quand même, qui n'a pas été vraiment un projet adopté par la jeunesse, par les Sénégalais. Mais un projet qui n'a jamais été en réalité proposé, attention. Le nouveau type de Sénégalais était à un stade de slogan. On en a fait une réalité organisationnelle avec nos différents projets. Mais on a juste à peine commencé. Nous avons dit NTS quand nous avons dit Yanamar. Pour ce côté penchant, justement, qu'on ne pense pas que Yanamar, le yanamarisme n'est que de la contestation. Nous avons dit NTS pour que justement, le nouveau type, pour dire qu'il y a un projet de société à construire. Qui est, on aura l'occasion, si vous voulez, une autre fois de parler de tout ça. Mais l'essentiel, c'est que nous avons justement dit aux jeunes, il y a une autre manière de faire. Mais on l'a fait comment? Avec quels moyens? On l'a fait, vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'avez Nous pas ne parlons pas de moyens, si, sinon on va exhumer une affaire judiciaire. Mais dans ce cas, on a été obligé mais passons à la de chercher des moyens.